Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver à mon premier épisode Sœur Podcast, le podcast qui ne s'adresse pas qu'aux femmes mais à toutes les victimes qui ont envie, besoin d'être écoutées, comprises. Ici, je voulais faire une safe place pour récolter, écouter la parole des victimes et lutter contre la silenciation. Aujourd'hui, la thématique, ça va être autour des couples toxiques et abusifs, différence d'âge, charge mentale, violence, et je vais vous lire le premier témoignage qui m'a été envoyé. D'ailleurs, je vous remets le mail juste ici pour ceux qui auraient envie de me partager leur histoire. Bonjour, je t'écris suite à ton post appelant au témoignage sur diverses situations. Je suis restée 4 ans dans une relation avec un homme âgé de 5 ans de plus que moi. Nous nous sommes rencontrés lorsque j'avais 13 ans et lui 18 sur internet. Je l'ai très longtemps considéré comme la personne qui m'avait sauvée d'une période compliquée. TCA, anxiété sociale. Lorsque je suis rentrée en seconde, il a déménagé à 600 km de chez lui pour habiter juste à côté de mon lycée. J'ai passé toutes mes après-midi et soirées libres chez lui, au détriment de mes amitiés de l'époque. Sans violence physique, cette relation m'a petit à petit enfermée dans cet appartement avec cet homme, à coup de culpabilisation de le laisser seul lorsque j'allais au cinéma avec des amis, de partir en voyage scolaire et de le laisser seul dans cette ville qu'il ne connaissait pas. J'avais la charge entière de son bonheur. Mes activités se résumaient à être avec lui, car il ne faisait ni études ni travail et ne sortait jamais de chez lui. Sa mère lui envoyait même des courses par colis. Mes parents désapprouvaient fermement cette relation, mais tentaient de l'encadrer et de rester présents, probablement par peur que je m'enfuie avec lui. J'avais fait peu de temps avant cette relation une tentative de fugue. Mon ancien petit ami a également essayé de m'éloigner d'eux, me répétant qu'ils étaient toxiques pour moi et cherchait à tout prix à me contrôler. Maintes fois, je l'ai entendu me répéter qu'une fois que je serais majeure, nous ne les reverrions plus. Je me suis rendu compte au bout de 2-3 ans des abus de cette relation, mais j'ai longtemps porté la culpabilité de son malheur. Comment rompre avec quelqu'un qui a tout quitté pour vous, qui vous aime passionnément et qui dépend pleinement de vous ? J'ai pris conscience de tout ça en grandissant, en voyant les relations autour de moi et les choses que je ratais dans ma vie d'adolescente à sa faveur. En terminale, j'ai rencontré un garçon pour qui mon affection m'a fait prendre conscience que je ne souhaitais plus rester dans cette relation. La relation s'est terminée après un viol, non pas celui qui laisse des bleus, mais celui qui, dans le silence, dans le noir, laisse couler les larmes et laisse un trou dans l'âme. Un an après, je l'ai recontacté, car je n'étais pas sûre qu'il soit au courant que cette relation n'était pas consentie. Je lui ai écrit pour me libérer de ce fardeau qui me pesait, et pour qu'à l'avenir, il soit conscient de ce qu'il pouvait causer. Il ne m'a jamais répondu. N'hésite pas à me recontacter si mon témoignage n'est pas complet. C'est la première fois que je le raconte à l'écrit et j'ai essayé de rester concise. C'était super et très clair, merci beaucoup. Mais en 4 ans, j'ai vécu beaucoup de situations dans lesquelles je portais la charge mentale ou de situations de manipulation mensonge, notamment sur sa personne. Abrègement vôtre, j'aime beaucoup. J'ai choisi ton histoire parce que je trouve qu'elle était la représentation du danger des couples avec la différence d'âge, qui est très banalisée en ce moment, notamment sur TikTok. Le danger dans la différence d'âge, c'est la différence d'expérience avec les deux personnes. C'est pour ça qu'on dit que si tu as 60 ans et 70 ans, c'est ok, mais si tu as 10 ans et que tu sors avec quelqu'un de 20 ans, c'est choquant. Pourtant, c'est le même écart d'âge. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Parce qu'en fait, la problématique, c'est la différence d'expérience. La différence d'expérience, ça crée un ascendant et une domination sur la personne plus âgée, sur la personne plus jeune. Sache que tu n'es fautive et responsable de rien. Cette personne avait un ascendant sur toi, mais par contre, je pense que cette personne, de par son âge, savait ce qu'il faisait et qu'il a eu conscience de ce qu'il te faisait subir et c'est pour ça qu'il t'a pas répondu parce que qu'est-ce que tu veux dire si ce n'est « bah oui, effectivement, tu as raison ». En tout cas, tu as bien fait de lui dire ce que tu ressentais, ça t'a soulagé de ton fardeau et c'était une bonne chose. Je voulais aussi dire aux personnes qui me regardent, si vous avez 12, 13, 14, 16 ans, que vous sortez avec quelqu'un de 17, 18, 19, 20 qui a un grand écart d'âge, faites attention à vous. Moi, je vous déconseille les relations avec des grands écarts d'âge parce que ça crée un ascendant et une domination. Vous n'avez pas les mêmes expériences de vie. Peut-être que ça vous fera ce déclic-là aujourd'hui. Réfléchissez-y et faites attention à vous. Et je voulais aussi rebondir sur la réaction de tes parents que j'ai trouvé très bien. Si vous êtes proche, amis, famille, que sais-je, que vous êtes en contact avec quelqu'un dans cette situation, en fait, c'est important de garder un lien. Comme ont fait les parents, c'est-à-dire qu'ils désapprouvaient, mais ils ont gardé un lien, ils ont encadré. Parce que la première chose que font les personnes violentes et abusives, c'est d'isoler leurs victimes. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre témoignage que j'ai eu sur la différence d'âge que j'aimerais vous lire. Bonjour, je viens vous raconter une de mes histoires. À l'époque, j'avais 14 ans. J'étais amie avec un garçon plus âgé que moi. Il avait 19 ans. On s'est vite rapprochés, mais je lui ai toujours dit que je préférais rester amie avec lui. Surtout car il était plus âgé. Au début, il était plutôt compréhensif, mais il a assez vite changé. Très peu de temps après lui avoir dit ça, il a commencé à me manipuler ou à me forcer la main, tout ça entre guillemets, pour que je me mette avec lui en me collant, me faisant des câlins,
voire même des bisous sur la joue, ce qui me mettait un peu mal à l'aise. À force, tout le monde nous croyait en couple, et étant jeune, je me suis sentie obligée de sortir avec. Pendant qu'on était ensemble, il avait une sorte d'emprise sur moi. Il venait H24 me chercher après mes activités pour me raccompagner chez moi, même si je ne voulais pas. Il voulait toujours être avec moi. Une fois, il m'a forcé à dormir avec lui. Une autre, il m'a forcé à l'embrasser. Une autre, sans mon avis, il a demandé à ma mère pour que j'aille dormir chez lui. Merci maman d'avoir dit non. Assez vite, la relation m'a mise mal à l'aise. Je l'ai alors quitté, mais quand je l'ai fait, en lui expliquant mon mal-être, il m'a insulté de tous les noms. Quelques jours après, il sortait avec une fille de 15 ans. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire mon témoignage. Merci à toi de nous avoir partagé ce témoignage. Je voulais en fait vous lire aussi ce témoignage. Est-ce que vous avez remarqué les similitudes? Ça a commencé par une amitié. La personne isole sa victime. Et c'est une fois que la personne est isolée que les abus commencent. Et ils font exprès de chercher des personnes jeunes parce qu'elles sont plus facilement manipulables pour asseoir leur ascendant. En soi, c'est un schéma qu'on retrouve dans beaucoup de relations, mais là, c'est démultiplié quand la personne est jeune parce que c'est plus facile d'abuser d'elle. Tu n'es en rien fautive, tu n'es en rien responsable. La personne est plus âgée, c'est de sa responsabilité. Et le fait qu'elle sorte avec quelqu'un de 15 ans juste après toi démontre que c'est un schéma récurrent et qu'ils font exprès, que c'est pas « Oh, je suis tombée amoureux comme ça par hasard d'une personne jeune ». Non, ça n'existe pas. Et vraiment, je vous le dis, quand vous serez plus âgé, si vous avez 12, 13, 14, 15 ans, vous vous rendrez compte qu'on se rend compte de vos âges. En tout cas, je suis très contente que tu aies pu sortir de cette relation abusive. J'espère bien évidemment que tu vas mieux à l'heure actuelle. Et je voulais vous parler d'une autre forme d'abus qui est très banalisée quand on est en couple, c'est la charge mentale. Hello! Tout d'abord, pour ton compte, que je soutiens à 1000%, il en faudrait plus des femmes fortes comme toi, alors continue pour nous toutes. Déjà, merci beaucoup et merci à vous pour votre soutien surtout. Je t'écris ce mail pour t'envoyer mon témoignage sur cette thématique. À cause de la charge mentale dans ton couple, tu as décidé de rompre et depuis tout va mieux. J'étais en couple depuis 12 ans avec le même mec. On s'est rencontrés à 17 ans, donc très jeune. On s'est mariés à nos 10 ans de relation, puis on a décidé d'avoir un enfant. Et là, tout a basculé. Avoir un enfant, c'est une vraie étape dans la vie. Ta vie est chamboulée, ton rythme de vie est complètement revu et c'est très compliqué de gérer ça. Tu ne peux plus sortir quand tu veux sans prévoir, tu ne peux plus faire des choses spontanées, du moins si tu es seule. Bref, un tsunami dans notre vie. Le temps passe, j'apprends à composer avec, à retrouver une vie sociale et je revois la surface à nouveau. C'est là que je réalise que je suis complètement seule à tout faire. J'emmène ma fille seule le matin, je vais la chercher seule tous les soirs, je fais les courses, je fais le ménage, je joue avec elle, j'achète seule ses vêtements, on sort toutes les deux. Il est complètement absent et se dédouane de toute prise de décision en me laissant tout gérer toute seule tout le temps. Je réalise qu'en réalité, j'ai toujours tout fait toute seule. On vivait chez moi, donc je payais toutes les factures et j'ai laissé faire en me disant que j'avais choisi cette vie. Je me suis pas mal réfugiée dans cette culpabilisation qui dit que mes enfants étaient trop petits. Un jour, j'ai complètement arrêté de me faire passer en premier et c'était un peu le pilote automatique. Et finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait prendre conscience que ma vie est précieuse, qu'elle est courte, et je n'ai plus envie de ne pas me choisir chaque jour. Je n'avais pas envie d'avoir un troisième enfant adulte dont je devais m'occuper et qui en plus râlait sans cesse de ne pas avoir assez d'attention. Je suis partie et j'ai respiré à nouveau. Je n'ai jamais regretté ce choix, car même seule, la vie était bien plus simple et savoureuse. J'espère que ce témoignage pourra trouver sa place parmi ceux que tu voudras mettre en avant. Je l'ai fait très courte, mais en tout cas, je suis très heureuse aujourd'hui et bien plus forte, voilà Anne. Merci beaucoup pour ton témoignage. Attention, si tu vois un message de Brad Pitt, n'ouvre pas. Alors, concernant ton témoignage, déjà, j'ai trouvé ça très éloquent parce que au départ, tu te rends compte que tu es toute seule quand tu as un enfant. Et en fait, tu te rends compte que tu as toujours été toute seule. Et ça, je trouve que c'est le mal du siècle. C'est-à-dire qu'on est dans un schéma traditionnel, mais pas à l'ancienne. C'est-à-dire qu'à l'ancienne, il y avait quand même ce truc, je vais pas dire avantage, parce que faut pas exagérer, mais je pense qu'on va se comprendre, où la personne, l'homme, payé, il avait ce rôle, on est fort, on est là. Sauf que là maintenant, il n'y a même plus ça. C'est-à-dire que en plus la femme, elle est dans le schéma traditionnel où elle s'occupe de tout, mais en plus elle travaille, et en plus elle paye les factures, et en plus elle s'occupe de la personne. Donc en fait, c'est quoi les avantages d'être en couple? Et c'est ça que j'ai trouvé bien avec ce témoignage, c'est que malgré le fait que tu aies eu des enfants, tu as décidé de quitter cette personne. D'ailleurs, vous remarquez que souvent, c'est une autre personne qui nous fait avoir le déclic. C'est pour ça d'ailleurs que les personnes abusives nous isolent, hein, vous faites le lien. Et au final, tu es très heureuse parce que tu étais déjà toute seule. Donc cette personne, c'était plus un poids qu'autre chose. Et je suis très contente que tu aies pu t'en sortir. Cependant, il y a quand même quelque chose qui est, je trouve, récurrent. C'est que lors de la grossesse, il y a comme un changement. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous lire un témoignage de tromperie pendant la grossesse. Bonjour, je ne saurais jamais si j'ai été réellement trompée parce qu'il n'avouait les choses que quand il était pris sur le fait. Même si tous les indices étaient là, il préférait me mentir
et me dire que j'étais folle. Généralement, quand ils vous disent ça, c'est que vous n'êtes pas folle. Pendant la grossesse, il continuait à sortir. Une fois, il est allé avec ses copains en boîte à plusieurs centaines de kilomètres. Donc, il ne rentrait pas dormir. Le lendemain, il devait rentrer vers 14h et à 16h, il n'y avait toujours personne. J'ai donc appelé sur son téléphone, mais c'est un ami à lui qui a répondu pour me dire qu'il était au poste de police. Il avait pris la voiture, il avait picolé, il avait eu un accident et du coup, il était au poste. Il s'est fait retirer son permis suite à ça. C'était lui qui était censé me conduire à la maternité parce qu'on habitait à 50 km. Et du coup, il ne pouvait le faire qu'en voiture sans permis. Le jour de l'accouchement, j'ai refusé. S'il perdait définitivement son permis, ce n'était pas mon problème. Suite à l'accouchement, je suis retournée très rapidement travailler, car j'étais en formation et mon employeur avait voulu écourter mon congé en maternité. Entre parenthèses, il faudrait qu'on en parle du harcèlement de mes employeurs lorsqu'on tombe enceinte. Un jour, je suis revenue à la maison, je suis allée sur l'ordinateur et ça faisait longtemps que je voyais ce pop-up qui s'affichait à chaque fois que j'allumais l'ordinateur. C'était sur le site Badoo. Je pense que jusqu'à présent, mon cerveau n'avait pas voulu comprendre ce qui se passait, par protection parce que j'étais encore enceinte. Mais ce pop-up s'affichait depuis des mois, pendant que j'étais encore enceinte. Cet imbécile avait mis... ça venait du cœur. Sa date de naissance comme mot de passe. Quand j'ai ouvert, j'ai vu des conversations et sa photo de profil, c'était lui avec notre bébé. Je suppose que c'est plus accrocheur pour les filles de passer pour le bon papa. J'ai vu des conversations, dont plusieurs qui confirmaient des rendez-vous qui avaient été donnés. Bien évidemment, pour finir de m'achever, il n'a jamais voulu avouer qu'il m'avait réellement trompée. J'ai juste eu à deviner et à écouter, alors que cet enfoiré qui me répétait sans cesse que j'étais folle, tu n'es pas folle, et qu'évidemment il s'est rien passé pendant ces rendez-vous, quand on t'enlève comme ça l'accès à la vérité, c'est encore plus destructeur psychologiquement. J'ai fait beaucoup de dépression avec lui. Je l'ai quitté 1 an et demi. Alors après cela, notre fils n'a jamais pu connaître la joie d'avoir des parents en couple. Des années après, il a quand même été capable de me dire que je n'étais pas compatible avec les hommes, car il est toujours avec sa copine. Et qu'en gros, je quittais les mecs pour rien. Très culotté ce jeune homme. Il y a fallu... J'ai besoin, il y a trop de culot là. Il a fallu que je lui rappelle ces petites histoires car apparemment sa mémoire lui avait fait défaut et le faisait passer pour le mec bien de service. On peut dire qu'il m'a fait faire des années de dépression car par la suite ça a été très dur de me dire que mon enfant avait vécu dans un schéma de parents séparés. Merci pour tout ce que tu fais, toi, les autres femmes qui prennent la parole sur le réseau. Merci à toi pour ton témoignage. J'aurais voulu avoir accès à toutes ces ressources il y a 20 ans. Ça m'aurait permis de mener une autre vie, je pense. Moins de dépression, c'est sûr. Ils ont gâché une grande partie de ma vie. Il t'a trompé. Faut savoir que la tromperie... Après, on a tous notre définition de la tromperie. Mais pour moi, la tromperie, elle commence quand la personne, elle commence à te cacher des choses. Et la personne est sur Badoo, il a pris des rendez-vous. Je pense que la vérité, tu l'as. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, que font beaucoup de personnes abusives et qui trompent. C'est qu'ils n'assument pas. Je pense que toi, t'aurais eu besoin qu'ils te disent « Oui, je t'ai trompé. » Mais t'as tous les éléments. C'est comme, en fait, si j'avais, vous voyez, la petite tasse caca et que je disais « Non, mais j'ai besoin que tu me dises que c'est une tasse caca. » Mais tu le vois que c'est une tasse caca. Et ben voilà, ça, c'est ton ex, la tasse caca. Plus sérieusement, je suis très contente que tu aies pu quitter ce schéma qui était vraiment malsain. Sache que c'est toujours mieux d'avoir des couples qui se séparent plutôt que des couples ensemble et malheureux parce que ton ex semble t'avoir fait vivre du gaslighting. Le gaslighting, c'est quand on fait douter la réalité d'une personne et qu'on lui dit qu'elle est folle alors qu'elle n'est pas folle. C'est typiquement ce que tu as vécu et c'est ça aussi qui a fait que tu as eu du mal à comprendre et accepter la vérité, c'est que quand on est victime de gaslighting, on se dit « bah oui, je suis folle ». Et quand on te le répète constamment, on finit par l'intégrer et donc tu te mets à douter de toi. Mais tu n'es pas folle. Tu as les preuves face à toi, tu as les faits. Je pense qu'effectivement, tu t'es protégée pendant ta grossesse et c'était le mieux à ce moment-là. Mais là, clairement, cette personne est particulièrement culottée et je trouvais que ça représentait bien ce que pouvaient vivre malheureusement beaucoup de femmes. Vous n'êtes pas seule. C'est-à-dire que souvent, il y a cette grossesse, il y a un éloignement, une distance, parce qu'il a quand même picolé. Donc ça montre quand même un désinvestissement. C'est terrible, c'est dramatique, mais en tout cas, je suis contente que tu t'en sois sortie. Je suis sûre que tu es une superbe mère pour tes enfants et je suis sûre qu'ils sont très heureux avec toi. N'en doute jamais. Je vais vous lire un autre témoignage. Là, je vais vous parler plus d'abus, de quelqu'un qui a eu un déclic, qui est sorti de sa relation abusive. Hello l'équipe d'Abrège Sœur, j'ai vu passer l'annonce de recherche de témoignages pour le podcast Sœur Podcast. Le 4e appel m'a parlé. C'est celui qui dit tu as eu le déclic justement. J'ai vécu 5 ans de violence conjugale, sous emprise, et ma meilleure amie s'est battue pendant 1 an pour m'aider à partir. Je lui en ai parlé au bout de 4 ans de relation,
La 5e année a été celle où j'ai réuni mes forces pour partir. D'autres amis étaient rapidement au courant, plutôt de la jalousie, mais j'ai pas voulu leur parler des violences à l'époque pour ne pas les inquiéter et ne pas moi aussi me retrouver dans une situation de dissociation cognitive trop dure à gérer. Un jour, ça a été la violence de trop. Suite à une dispute, face à face, assis tous les deux sur le canapé, il a lancé son poing dans le canapé en passant à 2 cm de mon visage. Un coup puissant qui aurait pu me casser le nez si je m'étais déplacée de 2 cm. J'en profite pour vous dire que c'est de la violence physique et c'est un abus et que si il cogne le mur, n'oubliez jamais que c'est vous qui le visez. Le chien était en panique, queue baissée, haletant, tremblant dans mes bras. Ma meilleure amie arrivait en train ce soir-là et passait la soirée avec nous, avant que nous partions tous les deux en vacances en Allemagne le lendemain. J'ai dit après cette dispute et les pleurs, allez, c'est le moment de mettre le masque et de faire comme si de rien n'était, et comme si tout allait bien comme d'habitude. Et là, je me suis vue pour la première fois de l'extérieur et je me suis dit que c'était fini. Plus jamais je ne subirais ces violences. Plus jamais je ferais semblant pour pas inquiéter les autres et l'excuser auprès de tout le monde. Plus jamais je me mettrais en danger. Je me laisserais intimider, me pousser, me frapper sans faire exprès. Ils font exprès. M'humilier, me rabaisser et me manquer de respect. La soirée a été longue. Dès que ma meilleure amie avait le dos tourné, c'était des doigts d'honneur à mon encontre. Elle dormait chez mes parents, je l'ai emmenée et je lui ai dit, on part en Allemagne et quand je rentrerai, ça sera fini, je ne remettrai plus les pieds dans l'appartement. Ça a été le début de ma nouvelle vie. S'en est suivi encore beaucoup d'événements durs. Je suis allée au commissariat, mes parents sont venus. Il a tenté de mettre fin à ses jours, mais il n'a jamais essayé de me retrouver ensuite, comme s'il savait ce qu'il avait fait. Il a été convoqué par le délégué du procureur de la République et a eu une interdiction de m'approcher et de rentrer en contact avec moi, ce qui m'a prouvé que je n'étais pas folle et légitime. J'ai écrit une chanson pour ma meilleure amie car elle m'a littéralement sauvé la vie. Je me sens prête et assez forte pour venir parler de mon histoire, je l'ai exorcisée dans mes chansons, pour moi aussi donner la force nécessaire pour s'en sortir aux personnes dans cette situation et leur montrer que c'est possible et que ça vaut le coup. C'est même vital. Belle journée et merci pour votre militantisme, c'est fort et courageux. Merci beaucoup pour ton témoignage que j'ai trouvé touchant et qui m'a fait un lien aussi avec le précédent témoignage sur la folie. Vous remarquez qu'au début, on a parlé d'emprise, mais il y a aussi une autre chose qui fait qu'on reste dans des relations abusives, c'est ce sentiment d'être folle et de culpabilité. C'est-à-dire que la personne, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans ton témoignage, cette partie où tu es avec ta meilleure amie, et ça je pense que toutes les personnes qui ont été victimes d'abus et de violences conjugales témoigneront, c'est qu'ils te font subir des choses que seul toi vois et que seul toi comprends. Du coup quand on parle, les gens, parfois même ils sont pas forcément méchants mais ils comprennent pas, parce que vous imaginez, oui il me fait des doigts d'honneur dès que t'as le dos tourné. Ah bon, oui c'est un peu bizarre, et ça amplifie ce sentiment que tu es folle, donc tu es illégitime, et donc tu pars pas. Et très souvent il y a ce déclic, et c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant parce que dans toutes les relations en fait que j'ai lues là, il y a eu ce déclic et cette personne qui a été une personne ressource qui a gardé les liens avec nous, qui nous a aidés. Et c'est pour ça que je dis que le silence tue et que c'est important d'aider. Et aider, c'est pas forcément parce qu'il y a des gens qui disent oui mais je sais pas quoi faire, mais juste garder un lien. C'est immense. Alors bien évidemment, je t'envoie tout mon soutien, toute ma force et tout mon courage pour ce que tu as vécu. Je suis très contente que tu as pu partir de cette relation et que ta meilleure amie t'a aidé dans cette situation. J'ai trouvé ça vraiment frappant. Aussi également le passage où tu parles qu'il a frappé à côté de toi et qu'il aurait pu te casser le nez si t'avais tourné le visage. Et ça c'est quelque chose qu'on vit beaucoup, c'est-à-dire qu'il casse les objets, il tape dans les murs. Ça finit toujours par des coups sur nous après. Donc si vous êtes dans une relation comme ça, prenez soin de vous, faites attention à vous. Je mettrai bien évidemment des liens d'aide. C'est pas normal. Ne normalisez pas ça. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, surtout. Je vais vous lire le dernier témoignage qui concerne un abus, mais d'un homme victime. Il y a également des hommes qui peuvent être victimes d'abus. Salut, je voulais témoigner des abus que j'ai subis avec une fille avec qui j'étais en couple. Je suis un garçon de 22 ans et à l'époque j'en avais qu'un. C'était ma première copine, également mes premiers rapports sexuels. Au début tout allait bien et petit à petit ça s'est empiré sans même que je m'en rende compte. Ça a commencé avec de la manipulation et des violences verbales. Insultes, humiliations, chantage. Et à force d'éloignement de mes amis, plus le droit de sortir ou de les voir. Voyez, isolement. Toujours. Ensuite, elle a commencé à avoir des gestes déplacés durant nos rapports. Ça devenait violent, pas agréable, et elle faisait des choses que je ne voulais pas. Je ne sais pas si on peut appeler ça un V, car j'étais consentant, je suppose. En tout cas, je ne sais pas si j'étais consentant pour la plupart de ces choses. Je me permets de couper le témoignage parce que là c'est très important ce que je vais vous dire. Si vous n'êtes pas sûr d'être consentant, vous n'étiez pas consentant. Et vous n'êtes pas fautif, vous n'êtes pas responsable. Mais un rapport, c'est un rapport consenti pleinement. Si vous ne vous sentez pas à l'aise de dire non, si vous ne vous sentez pas à l'aise d'arrêter, il y a quelque chose qui vous fait mal, qui vous dérange, ce n'est pas normal. Je ne sais pas si on peut appeler ça un V car j'étais consentant, je suppose. En tout cas, je n'étais pas consentant pour la plupart des choses et à force, je n'avais même plus envie d'avoir des rapports et je me suis sentie obligée de nombreuses fois alors que je l'ai quand même fait malgré mes refus. Donc là, c'est confirmé effectivement que c'est un viol.
Si tu as cédé, c'est pas consentir. À force, elle a commencé à être violente physiquement. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas normal. Je suis sûrement trop naïf. Moi, quand j'abordais le fait de se séparer, elle menaçait de se suicider. Elle se faisait du mal et me le montrait en disant que c'était de ma faute. Voyez, culpabilité, toujours les mêmes schémas. Je n'ai jamais voulu la blesser, alors je me suis sentie obligée de rester avec elle pour éviter tout ça. Un jour, mes amis ont vu des bleus sur mon corps, j'en ai parlé et ils m'ont soutenue. J'ai fini par la quitter, mais c'était un moment compliqué. Comme elle l'a déjà fait, elle menaçait de se suicider et s'est fait du mal. Aujourd'hui, je me suis remis de tout ça, j'ai eu d'autres copines et j'ai pu réparer mes traumatismes liés à cet événement. Mais pendant plusieurs années, ça a été très compliqué. J'avais peur de revivre les mêmes choses. J'avais des comportements de protection même envers mes amis et les personnes en qui j'ai confiance. J'ai eu des problèmes sexuels également. J'ai pu être suivie par une psychologue qui m'a aidée à surmonter tout ça. Tout va bien aujourd'hui et je me sens capable de me protéger seule et surtout d'en parler. Ce que je veux aujourd'hui, c'est que plus personne n'ait à vivre ça. Que si c'est le cas, les gens ne sont pas seuls. Les gens sont là pour nous écouter et nous soutenir. Si je n'avais pas parlé, peut-être que je n'aurais jamais été aidée. Merci d'avoir lu mon témoignage. Ce n'est pas facile de mettre des mots dessus, mais ça m'a fait du bien de me sentir écoutée et comprise. Je suis très émue de tous ces témoignages. Je te remercie. J'ai trouvé que c'était important d'apporter aussi un témoignage d'homme, parce qu'effectivement, on entend peu de témoignages. Et il faut savoir que céder, ce n'est pas consentir. Et aussi, sur le chantage au suicide, je sais que c'est compliqué, que c'est délicat, mais vous n'avez pas à rester avec quelqu'un par peur. Et si la personne, elle décide de se faire du mal, ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas de votre responsabilité. Tout ça, c'est un schéma pour vous faire culpabiliser, pour que vous restiez. Ça s'appelle de la manipulation. Donc j'ai trouvé ça vraiment poignant et surtout, on se rend compte qu'il y a toujours les mêmes schémas. Ça commence par des insultes verbales, de la manipulation, ensuite l'isolement, ensuite les coups, ensuite les violences sexuelles et ça va crescendo de plus en plus loin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis en colère parce que quand on dit choisis mieux, c'est ta faute. Alors que non, c'est un schéma qui s'installe. En fait, c'est comme un piège, c'est comme une toile qui se tisse. Et c'est pour ça qu'on reste dans ces relations. Et souvent, on a ce déclic. Et encore une fois, là, il le dit, c'est parce qu'il a parlé. Et c'est pour ça que c'est important, si vous êtes dans cette situation, parlez-en. Vous le voyez, le point commun, le fil rouge, le fil conducteur de toutes ces histoires, c'est que les personnes, elles ont gardé un lien avec quelqu'un et qu'elles ont parlé de leurs abus, qu'elles ont eu une personne ressource. Ça peut être une association, ça peut être moi, par mon podcast. Moi, je suis là aussi pour vous aider. Et ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça que j'ai créé Sœur Podcast. Et c'est pour ça que je veux libérer la parole de victime, parce que c'est essentiel. Je veux que même si la personne, elle se sente emprisonnée, qu'elle ait personne à qui parler, peut-être qu'elle tombe sur mon podcast et qu'elle se dise « Je suis pas seule, il y a des gens qui s'en sont sortis. » Et regardez, c'est tout le monde, même s'il y a eu des choses difficiles, même s'il y a eu de la dépression, même s'il y a eu un stress post-traumatique, même s'il y a eu des doutes. Au final, in fine, tout le monde a dit « Je me sens mieux de m'être sortie de cette relation ». Et c'est ça le message que je vais vous faire passer aujourd'hui. Je suis très contente et un peu émue de tous ces témoignages. Je vous remercie énormément de votre soutien. Je vous remercie de tous vos témoignages. Ça a été très difficile de choisir parce que vraiment, vous avez été tellement nombreux à m'envoyer des témoignages. Et je vous dis à bientôt dans un autre épisode. Je vous fais à tous des gros bisous. Je sais que dans les témoignages, il y a des personnes qui m'ont dit oui, bonjour à ton invité, peut-être qu'il y a un invité. Donc je me dis peut-être que vous avez envie qu'il y ait des invités. Dites-moi si vous avez apprécié ces témoignages, ce podcast, ce format, et peut-être avec un invité. J'ai vu qu'il y avait plusieurs mails qui m'en parlaient. Donc est-ce que vous voudriez quelqu'un en particulier? N'hésitez pas à me le dire. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à bientôt.